Salut les 6e 5, salut les 6e 6, comme convenu, je suis de retour pour vous proposer une nouvelle capsule vidéo concernant donc cette fois-ci le nouveau cours et la nouvelle séquence qui porte sur Rome. Alors je vous préviens, là on s'engage sur un temps assez long parce que ce cours se décompose en 3 parties, c'est normal, c'est un très gros morceau. Je vais reprendre une expression qui est souvent utilisée dans la langue française, Rome ne s'est pas faite en un jour. Ce qui est tout à fait vrai, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, l'histoire de Rome, elle se déroule sur plus de 1000 ans, au moins, minimum. Donc ça mérite une approche assez méthodique et surtout fractionnée. Donc là, aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment sur les tout débuts de Rome, et en particulier la dimension mythologique, car vous l'avez sans doute remarqué, la part de la mythologie dans cette affaire est très importante. Alors, vous avez normalement recopié votre cours, vous avez normalement aussi fait la fiche d'activité, dont d'ailleurs je fournis une fiche de correction jointe au message annonçant l'apparition de cette vidéo. Donc ce qui serait peut-être pas mal, c'est que vous vous saisissiez donc de votre cours, de votre répertoire, et aussi de la fiche de correction que je vous ai transmise, parce que ça vous permettra d'avoir accès à des documents qui sont utiles pour comprendre ce que je vais expliquer dans l'exposé. Et dans la fiche de correction, j'ai notamment ajouté, vous le verrez en dessous des réponses attendues, un schéma qui représente la généalogie de Romulus et Rémus, et ça c'est pas inutile pour s'y retrouver parce que c'est une affaire qui est un petit peu complexe. Alors vous avez remarqué que le cours débute par une carte que je vous ai conseillé de comparer avec les cartes qu'on avait déjà travaillées dans le cadre du cours sur les cités grecques. Pourquoi? Parce que il y a un lien géographique et culturel très important entre les deux civilisations, la civilisation grecque d'un côté, la civilisation romaine de l'autre. Tout ceci se déroulant essentiellement en Méditerranée, qui est clairement la zone géographique sur laquelle on va le plus insister au cours de cette année scolaire en histoire. Alors, cette carte, elle est intéressante déjà parce qu'elle permet de se rendre compte tout de suite d'une chose, c'est que l'Italie à cette époque, qui ne s'appelle d'ailleurs pas comme ça, n'est pas un territoire unifié, c'est pas un État unifié, c'est un territoire sur lequel en fait sont installés des peuples différents, et qui ont d'ailleurs des organisations politiques éventuellement différentes aussi. Alors, le peuple le plus important qui apparaît sur cette carte, et c'est normal, ce sont les Étrusques. Alors, les Étrusques ne sont pas des Romains. Les Étrusques sont installés plutôt dans le nord de l'Italie. Et les Étrusques, c'est un peuple important parce que c'est très probablement, et même très certainement, le peuple qui est le plus anciennement installé dans cette région du monde. Alors on n'a pas d'informations très précises ou très sûres concernant l'origine de ce peuple. Il est possible qu'ils viennent d'ailleurs, il est même possible qu'ils viennent d'Asie mineure. Mais ça, on n'en a pas de confirmation absolue. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le peuple qui est installé depuis le plus longtemps sur place, et ça permet de comprendre aussi pourquoi c'est le peuple qui va, dans un premier temps en tout cas, exercer l'influence la plus importante sur, en tout cas, la moitié nord de l'Italie, y compris la ville de Rome elle-même. En plus donc des Étrusques, vous avez d'autres peuples situés plutôt au nord. Vous avez le peuple des Vénètes, ça correspond à la région actuelle de Venise, et vous avez également les Ligures, ça correspond à la ville notamment de Gênes aujourd'hui. Vous avez remarqué également que au sud de l'Italie, en Sicile, il existe des zones qui sont plutôt contrôlées par des populations grecques ou d'origine grecque. Ça, c'est une conséquence directe de la colonisation de cette région par les cités grecques. On a déjà eu l'occasion de travailler sur ce sujet dans les cours précédents, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais par contre, ça permet aussi de comprendre pourquoi la culture grecque a très bien circulé dans cette région du monde et a eu une influence très, très importante sur les peuples locaux, notamment les Romains, qui sont sans doute d'ailleurs eux-mêmes d'origine grecque également. Je termine rapidement avec deux autres catégories de population, c'est les Latins et les Sabins, et là ça nous intéresse plus particulièrement parce que Rome appartient notamment à la sphère d'influence des Latins. Il se trouve qu'entre les Latins et les Sabins, il va y avoir une concurrence, ce sont deux peuples qui sont rivaux, qui permet notamment de rappeler un épisode souvent mentionné dans la tradition romaine, qui est l'enlèvement des Sabines par les Romains. Là, l'idée, c'est qu'à un moment donné, Romulus aurait, en tant que chef des Romains, tenté de kidnapper des femmes dont il manquait cruellement dans le peuple concurrent. Ça aura entraîné une guerre entre les deux peuples.
guerre qui serait terminée en fait par une réconciliation, et cette réconciliation aurait entraîné l'unification des deux peuples. Ça, c'est ce que raconte la tradition. Ce qu'on peut également remarquer sur cette carte, et c'est là-dessus que je terminerai, c'est qu'il existe une autre civilisation extrêmement importante, c'est les Carthaginois, qui apparaissent en couleur verte sur la carte. Alors les Carthaginois, c'est une civilisation importante qui est africaine, située en actuelle Tunisie, et qui va devenir, dans les siècles suivants, le principal concurrent en fait, de Rome pour le contrôle de la Méditerranée. On aura l'occasion d'en reparler dans le Grand 2. C'est ce qu'on appellera les guerres puniques. Voilà, donc cette première analyse de la carte me paraissait importante, au moins pour se situer géographiquement, puis aussi parce que ça permet de comprendre les choses culturellement. Alors, vous avez dans le cours donc, une première grande partie donc, qui est essentiellement consacrée à la dimension mythologique donc, de la création de Rome. Et là encore, on va beaucoup insister sur les liens avec la culture grecque, puisque, en fait, si on se fie à la tradition, le premier vrai fondateur de Rome, ou en tout cas le premier personnage vraiment marquant de l'histoire de la culture romaine, serait en fait Énée. Autrement dit, un grec qui est originaire de Troie et qui aurait fui après la guerre de Troie pour venir s'installer en Italie. Alors évidemment, c'est un personnage qui est totalement mythologique. Pourquoi? Parce que Énée lui-même serait issu d'une famille dans laquelle les dieux seraient très présents. C'est un descendant de demi-dieu lui-même. Donc effectivement, là, nous avons déjà une référence mythologique qui est évidente. Et c'est là que ça peut être intéressant que vous vous saisissiez de votre fiche de correction dans laquelle donc, se trouve le fameux schéma de la généalogie. Si vous l'avez sous les yeux, ça sera peut-être plus simple pour comprendre ce que je vais vous dire. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et vous saisir de ce matériel-là et puis de reprendre la lecture de la vidéo. Si vous avez regardé un petit peu cette documentation-là, vous vous apercevez donc que Énée aurait eu des descendants, dont Iule, qui est le fondateur d'Albe, qui est la première capitale avant Rome, et ensuite Numitor, roi d'Albe, qui aurait été détrôné par son frère Amulius. Et c'est là que les choses commencent à se compliquer, parce que une fois qu'il a détrôné Numitor, donc son frère, Amulius aurait fait en sorte d'éviter d'être détrôné à son tour ensuite. Et pour ça, ce qu'il fait, c'est qu'il va obliger Rhea Silvia, la fille de Numitor, donc celle qui aurait pu donner une descendance ensuite, à devenir prêtresse vestale, c'est-à-dire donc une femme qui ne peut pas se marier ni avoir d'enfants, donc ne pourrait pas avoir de descendance, ce qui permettrait d'éviter la concurrence pour Amulius. Sauf que les choses ne se passent pas comme prévu, et c'est là qu'à nouveau la mythologie intervient, puisque selon la tradition, Rhea Silvia serait tombée enceinte, ce qui n'était absolument pas prévu au programme, et puis pas de n'importe qui, elle serait tombée enceinte du dieu Mars, carrément. Et de cette union seraient nés donc Romulus et Rémus, qui techniquement, donc selon cette version, sont purement et simplement ce qu'on appelle des demi-dieux. La suite de l'histoire, c'est que, toujours selon la tradition, Amulius, qui aurait donc été furieux d'apprendre que Rhea Silvia était tombée enceinte du dieu Mars, aurait fait en sorte de se débarrasser donc de Romulus et Rémus abandonnés sur le fleuve Tibre, sauf que là encore la mythologie intervient, puisque là c'est la nature qui carrément prend sous son aile Romulus et Rémus avec l'intervention d'une louve et puis ensuite d'un couple de bergers qui aurait recueilli ces deux bébés. Alors là, évidemment encore, il y a intervention du surnaturel, donc on a la confirmation que c'est de la mythologie à l'état pur. La suite de l'histoire, c'est que Romulus et Rémus se seraient arrangés donc, pour chasser et même carrément massacrer Numitor et Amulius, et remettre Numitor, leur grand-père, au trône, enfin sur le trône de Rome. Donc effectivement, là on a, si vous voulez, une dimension qui est très très mythologique, et qu'il ne faut donc pas prendre pour argent comptant, parce que le surnaturel y est très très présent. Donc ce qui est intéressant, c'est de comparer donc, cette version très mythologique avec la suite, c'est-à-dire ce que dit notamment l'archéologie à ce sujet. Ça fera l'occasion d'une nouvelle pastille que vous pouvez consulter juste après. Donc je ne referme pas totalement la parenthèse, je vous dis à tout de suite.